Bonjour à tous, donc nous continuons notre cours d'IPP à distance. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la catégorie des revenus professionnels et que nous avons vu donc ensemble pas mal de choses qui concernent ces revenus. Alors, une chose que je dois encore voir dans ces revenus professionnels, c'est ce qu'on appelle les frais professionnels. Alors, les frais professionnels déductibles pour le travailleur. En fait, on considère que un travailleur, quand il va travailler, il fait toujours des frais dans le cadre de ce travail, ne fût-ce que pour aller au travail. Vous allez au travail, en général, on ne claque pas des doigts pour aller au travail. On prend un transport, que ce soit un transport en commun, que ce soit une voiture, une mobilette, une trottinette, qu'on va à pied. Parfois, on fait aussi des frais pour pouvoir être bien présentable au boulot. Donc, on achète peut-être certains vêtements. Peut-être que parfois, on investit dans des revues bien spécifiques dans la matière que l'on traite, en fiscalité par exemple. Et donc tout ça engendre des frais. Du coup, la loi nous dit, à l'IPP, on peut toujours déduire ces frais professionnels. Déduire ces frais professionnels de nos revenus professionnels, et c'est là qu'on appelle des revenus nets du coup. Et en fait, ces frais professionnels, pardon, sont déductibles des revenus professionnels, et donc ça va pouvoir faire diminuer la base imposable. Oui, puisque si j'ai 50 000 euros de revenus professionnels, mais que j'ai 3 000 euros de frais, c'est sûr que je vais pouvoir retirer 3 000 euros de mes 50 000, et donc ma base imposable sera moins importante. Alors, ces frais professionnels, euh, c'est très important évidemment de connaître leur fonctionnement, puisque ça va jouer fortement dans votre calcul d'impôt. Alors, il y a eu des changements très importants depuis l'exercice d'imposition 2019, donc ça veut dire depuis l'exercice de l'année passée, surtout en fait au niveau du choix. Du choix entre quoi? Entre deux régimes. En fait, ce qu'on va voir, c'est que dans les frais professionnels déductibles, on a le choix entre ce qu'on appelle la déduction des frais forfaitaires ou la déduction des frais réels. En fait, on a déjà vu ces termes, hein, forfaitaire, réel, dans d'autres petites matières. Forfaitaire, réel. Réel, vous savez que c'est ce qu'on a réellement dépensé. Forfaitaire, vous savez maintenant que c'est la loi qui indique un certain montant ou une certaine manière de faire pour pouvoir atteindre un résultat. Et donc, il y a le choix entre ces deux régimes. Alors, depuis l'exercice 2019, le choix est laissé à tous les travailleurs. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on distinguait salariés, indépendants, etc. Tout le monde n'avait pas ce choix. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Que ce travailleur soit salarié, indépendant, dirigeant d'entreprise, dans une profession libérale, etc. etc. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de choisir évidemment le meilleur régime. Alors, c'est quoi le meilleur régime? C'est celui qui va nous permettre de diminuer le plus fortement notre base imposable. Donc, en tant que comptable, ce qu'on pose souvent comme question, c'est voilà, j'ai le choix entre frais forfaitaires ou frais réels. Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ma situation? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le forfait ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne les frais que j'ai réellement dépensés? Et ça, c'est une question essentielle à laquelle vous devez pouvoir répondre. Alors, le choix entre ces deux régimes sont vraiment laissés maintenant euh, pour tout le monde, pour tous les travailleurs, mais il y a quand même des principes à respecter. Alors, premier principe, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas cumuler euh, ces deux régimes pour une même catégorie de profession. Donc, quand je dis une même catégorie de profession, c'est par exemple, j'ai deux mi-temps et je suis salarié dans le premier mi-temps et salarié dans le deuxième mi-temps. Eh bien, dans ce cas-là, ou si j'ai un seul boulot en tant que salarié, je peux choisir entre le forfait ou les frais réels. Mais je ne peux pas cumuler, donc je ne pourrais pas cumuler par exemple pour mon premier job de salarié le forfait et pour le deuxième
des frais réels. Non, je dois choisir l'un ou l'autre. Mais par contre, le choix n'est pas définitif pour les exercices d'imposition des années suivantes, dans le sens où, si vous décidez par exemple de prendre cette année les frais réels, parce que vous avez dépensé énormément de frais réels qu'on verra dans la capsule prochaine, vous prenez alors vos frais réels. Mais peut-être que l'année d'après, vos frais réels seront beaucoup moins importants, puisque vous en aurez déjà fait pas mal l'année précédente. Alors à ce moment-là, vous pourriez choisir le forfait. Et l'année suivante, encore avoir le choix. Donc chaque année, vous pouvez poser le choix qui est le mieux pour vous. Alors, par contre, un travailleur salarié qui a également une activité d'indépendant complémentaire, lui, va pouvoir déduire des frais professionnels pour chacune de ces deux activités. Je vous rappelle qu'un indépendant complémentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui a une activité d'indépendante, mais complémentairement à une autre activité qu'il a au principal et qui est salarié. Donc, je ne sais pas si par exemple, voilà, mon job principal, c'est être professeur, mais à côté, je crée des bijoux. C'est une activité d'indépendante. Elle est complémentaire puisque mon activité principale, c'est être professeur. Mais si j'ai ces deux activités, comme ce sont deux activités de catégories différentes, là, je pourrais poser le choix pour chacune de ces activités. Donc, je pourrais du coup me trouver avec deux systèmes applicables. Peut-être avoir choisi le forfait pour ma profession de salarié principal et peut-être avoir choisi les frais réels pour ma profession d'indépendant complémentaire. Ou alors le forfait pour les deux ou les frais réels pour les deux. Et donc ici, comme on est dans des catégories différentes, je pourrais très bien avoir deux situations différentes au niveau des frais. Troisième principe, le bénéficiaire d'allocation de remplacement ne peut déduire que les frais réels. Donc ça, c'est une sorte d'exception, dans le sens où le bénéficiaire d'allocation de remplacement, donc de chômage, de maladie, invalidité par exemple, n'a pas le choix. Lui, il est cantonné dans les frais réels. Donc il ne va pas pouvoir choisir les frais forfaitaires. Maintenant, je dis qu'il y a une proratisation des deux régimes qui sont éventuellement d'application. Oui, parce qu'il se peut qu'une année, une personne ait eu un travail pendant, je ne sais pas moi, les 3/4 de l'année, et puis pendant un quart de cette année-là, il a été au chômage. Eh bien, pendant les 3/4 de l'année, il va pouvoir toujours avoir cette possibilité de choisir entre le forfait ou les frais réels. Et pour l'autre quart de l'année, là, il devra prendre ses frais réels, qui sont évidemment beaucoup moins importants quand on est bénéficiaire d'allocation de remplacement, puisqu'on ne va pas travailler. Donc c'est pour ça qu'on estime que ces personnes ne peuvent pas faire le choix, et elles doivent prendre les frais réels. Alors, dernier principe, si les frais réels sont inférieurs aux frais forfaitaires, l'administration applique ces derniers automatiquement. Mais attention, uniquement pour le salarié. Donc ça veut dire qu'en fait, on pardonne au salarié d'avoir fait le mauvais choix, mais on ne pardonne pas à une autre catégorie de travailleurs d'avoir fait le mauvais choix. Exemple, imaginons que voilà, je n'y connais rien en IPP et donc je me dis tiens, j'ai fait quand même pas mal de frais cette année, je vais opter donc, je vais prendre les frais réels. Et les frais réels m'amènent à 2500 euros. Et puis au final, l'administration fiscale, quand elle reçoit ma déclaration, elle voit que j'ai déclaré les frais réels, mais elle voit que j'en ai pour 2500 euros. Et elle fait le calcul, elle se dit, mais cette personne, si elle avait pris les frais forfaitaires, ça aurait été plus intéressant pour elle. Eh bien, elle va faire comme si je n'avais pas déclaré les frais réels, elle va prendre automatiquement les frais forfaitaires. Donc, l'administration va faire le travail pour vous et elle va toujours prendre ce qui est le plus intéressant pour vous qui êtes salarié. D'accord? Parce qu'attention, si vous êtes indépendant, profession libérale, dirigeant d'entreprise, quoi que ce soit, vous n'aurez pas ce privilège.
Donc là, malheureusement, il va falloir faire attention. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ce privilège à ces autres catégories? Ben, parce qu'en général, ces autres catégories, justement, font appel à un comptable pour pouvoir remplir leur déclaration et que donc un comptable est censé être un bon professionnel qui conseille bien et que donc si le comptable a mal conseillé et qu'il a dit qu'il fallait prendre les frais réels alors que c'était moins intéressant que les frais forfaitaires, bah, tant pis pour vous. D'accord? D'où je dis que c'est très important pour un comptable de bien faire le calcul et voir ce qui est le plus intéressant pour le contribuable. Alors, comment fonctionne la déduction de ces frais? Alors, je vois sur cette séance-ci la déduction pour les frais dits forfaitaires. Je verrai la capsule prochaine, les frais réels. Alors, les frais forfaitaires, ce sont des montants qui sont déductibles et qui sont déterminés par la loi. Donc, c'est la loi qui nous dit comment est-ce qu'on va trouver ces montants. Et une fois qu'on trouve ces montants, ce sont ces montants-là qu'on va pouvoir tout de suite déduire en fait des revenus professionnels bruts corrigés. Alors, ce que j'appelle brut corrigé, en réalité, c'est la rémunération brute que vous recevez de votre employeur, mais déduction faite des cotisations sociales, donc de l'ONSS, de 13,07%. Donc c'est ça que j'appelle un brut corrigé, et c'est ça que vous aurez évidemment dans les exercices toujours. Alors ces frais forfaitaires, c'est beaucoup plus facile qu'avant. En fait, depuis l'année passée, il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Il y a un taux fixe. C'est plus facile parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle des taux diminutifs applicables, c'est-à-dire que plus vous gagnez, moins vous pouviez, au fur et à mesure, déduire. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un taux fixe pour tout le monde, mais attention, il y a un maximum à ne pas dépasser. C'est un peu comme toujours. Donc, il y a un certain montant au-delà duquel vous ne pourrez pas aller, vous ne pourrez pas déduire plus. Alors, ce taux fixe, attention, il ne s'applique pas pour les professions libérales. On va voir après comment ça fonctionne pour eux. Alors, quels sont les taux fixes? Taux fixe et grille à appliquer. Pardon. Je vous explique ça. Première catégorie, les salariés et les indépendants. Alors, dans les salariés, on comprend aussi les fonctionnaires, d'accord, puisqu'on ne fait pas de distinction ici pour les frais avec les fonctionnaires, donc on considère que les fonctionnaires sont bien, rentrent dans la catégorie des salariés. Alors, pour les salariés et les indépendants, pour cet exercice 2020, le taux que l'on peut déduire des revenus bruts corrigés, c'est 30%. Donc, vous voyez que c'est pas mal, mais attention, il y a toujours un maximum de 4 810 € qu'on ne pourra jamais dépasser. Donc si par exemple vous faites votre calcul de 30% de vos revenus et que vous arrivez, je ne sais pas moi, à 6 000 €, vous ne pourrez pas déduire 6 000 €, vous ne pourrez déduire que 4 810. Alors, petit exemple. Je vous demande de calculer les frais professionnels forfaitaires pour un couple de salariés. Madame a une rémunération brute imposable corrigée de 15 000 € et monsieur de 38 000 € brut corrigé également. Quels sont les revenus professionnels nets? Alors, c'est ce à quoi vous devez arriver. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de faire le calcul, évidemment, comme bon vous semble, et après, peut-être vérifier. Sinon, vous suivez ce que je fais, évidemment. Alors, on va prendre ici le cas. On va faire pour chacun, puisque vous devez arriver à déterminer les revenus nets de chacun. Je prends l'exemple, je commence par Madame. Alors, Madame, elle est salariée, donc je vais prendre 30% de sa rémunération brute. Elle a 15 000 €. Donc, je vais faire 15 000 fois 30%, ce qui me donne 4 500 €. Et donc, du coup, si j'ai 4 500 €, est-ce que je suis bien en dessous du maximum autorisé? Oui, je suis en dessous des 4 810, donc ça va. Je suis dans le bon. Quels sont du coup ces revenus professionnels nets?
Comment est-ce qu'on fait? On prend sa rémunération brute corrigée et on soustrait les frais qu'on a calculés. Donc ici 15 000 moins 4 500, ça nous donne 10 500 €. D'accord? Alors je fais la même chose pour monsieur. Alors monsieur, il a 38 000. Je fais fois mes 30%, puisqu'il est aussi salarié. J'arrive à 11 400. Alors, vous voyez que ces 11 400, c'est un montant qui est fort élevé. Or, ce montant, je ne peux pas dépasser ce maximum de 4 810. Donc, malheureusement, je ne pourrai prendre, attention, que le maximum qui est de 4 810 €. Et donc, du coup, revenu net, je calcule et je fais donc mes 38 000 moins, peut-être rapprocher ça, moins les 4 810, ça me donne 33 190 €. Et donc, voilà la rémunération nette, donc la base imposable de monsieur, qui est 33 190, et la base imposable de madame, qui est de 10 500 €. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais il faut bien pouvoir faire le calcul. Alors, je continue pour les professions libérales. Alors, attention, qu'est-ce que c'est qu'une profession libérale? Une profession libérale, c'est une profession particulière qui est soumise à une déontologie. C'est-à-dire que c'est une profession d'abord qui n'est pas ouverte à n'importe qui. Il faut avoir suivi un cursus particulier. C'est une profession où il existe un ordre. Un ordre, c'est un ensemble de personnes qui exercent cette profession et devant lequel, en général, on doit prêter serment, remplir certaines formalités pour pouvoir faire partie, on va dire, de la communauté. Et il y a une certaine déontologie. La déontologie, ce sont des règles vraiment spécifiques à cette profession que toutes les personnes de cette profession doivent respecter. Alors, exemple de profession libérale, les médecins, les avocats, les architectes, les comptables. Donc vous allez exercer une future profession libérale, les experts comptables aussi. Donc voilà, il y en a pas mal. Je resterai dans les classiques, mais donc il faut savoir que quand une personne a une profession, exerce une profession libérale, mais bien en qualité d'indépendant, eh bien, si elle choisit les frais forfaitaires, vous allez voir que ça ne se calcule pas de la même manière que pour les salariés. Alors, je dis bien une profession libérale en qualité d'indépendant, parce qu'effectivement, si la personne est engagée en tant que salarié, alors la question ne se pose pas, c'est le régime des salariés qui se pose. Exemple, un médecin qui est engagé dans un hôpital, c'est un médecin salarié et donc on considère que fiscalement à l'IPP, il est soumis aux 30% et pas à ce tableau de taux diminutif. Alors vous voyez, quand je parle de taux diminutif, effectivement, il y a des taux qui existent avec des tranches. Alors, il faut bien comprendre l'application de ces taux et de ces tranches. En fait, lorsque on a une certaine rémunération, on va pouvoir appliquer ces taux, mais de manière diminutive. Donc, si j'ai une rémunération, je ne sais pas moi, de 40 000 €, eh bien, je sais que de 0 jusqu'à 6 120 €, je vais pouvoir retirer 28,70%. De mes 6 120 à 12 160, je vais pouvoir retirer 10%.
de mes 12 160 à mes 20 240, je vais pouvoir retirer 5%. Et de 20 240 jusqu'à mes, on imagine 40 000 euros, je vais pouvoir retirer 3%. Mais attention, il y a toujours un maximum. Il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Donc ça, c'est la même idée que précédemment. Et c'est une idée qu'on va retrouver constamment dans tout. On ne peut pas dépasser un plafond de 4 230 euros. Donc quoi qu'il arrive dans le résultat de vos calculs, vous ne pourrez jamais dépasser des frais au-delà de 4 230 euros frais forfaitaires. Alors, on prend un petit exemple. Je vous demande de calculer les frais professionnels forfaitaires pour un avocat stagiaire qui a une rémunération brute imposable corrigée de 28 000 euros. On déduit qu'il est indépendant, sinon j'aurais mis salarié. Quels sont ses revenus nets? Alors, vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire tout seul, sinon vous suivez, vous voyez comment je fais. Alors, cet avocat stagiaire, il a 28 000 euros de brut corrigé. Donc, je vais partir de ce chiffre pour pouvoir faire mon calcul. Et je vais pouvoir, de manière diminutive, calculer les frais qu'il peut chaque fois cumuler. Alors, comment est-ce que je fais? Dans ma première tranche, de 0 à 6 120 euros, il peut retirer 28,70%. Donc, vous faites 6100, donc de 0 à, je vais le mettre, 6 120 euros. Il peut enlever 28,70%. Si vous faites 28,70%, vous allez arriver à un montant de 1756,44. Puis, vous continuez. On va faire de 6120 à 12 160. Là, vous pouvez retirer 10%. Donc, bien faire de 6120 à 12 160. Combien il y a comme montant? Et vous faites x 10%. Vous allez arriver à 604. Vous continuez. 12 160 à 20 240. Là, vous voyez, on peut enlever 5%. Donc, faites le calcul, combien il y a dans cette tranche. Vous faites x 5%, vous allez arriver à 404. Et puis, dernière tranche, de mes 20 240 à, ici, 28 000, d'accord? Vous calculez combien il y a dans cette tranche. Il y a 7000 et des. Vous pouvez enlever 3%. 3%, vous faites le calcul, vous allez arriver à 232,8. Donc, au total, quels sont les frais que cette personne va pouvoir enlever, cet avocat stagiaire? Vous additionnez le tout, d'accord? Et quand vous additionnez le tout, vous arrivez à 2997,24 euros. D'accord? Donc, si vous pouvez enlever ces 2997,24 euros, il vous reste à calculer quels sont les revenus nets, la base imposable. Vous faites vos revenus bruts corrigés, donc 28 000, moins 2997,24, ce qui vous donne 25 2,76 euros. Voilà, donc vous voyez que j'ai dû faire un taux diminutif. Donc faites attention de bien faire tranche par tranche. Puis vous additionnez tout ce que vous avez trouvé par tranche. Vous arrivez à un total et ça représente donc les frais forfaitaires complets. Alors pour les conjoints aidants, c'est un petit peu différent.
Là, il y a un forfait fixe de 5% de leur rémunération brute corrigée qui va être applicable avec un plafond de 4 230 euros. Alors, vous voyez que ce forfait fixe est vraiment pas du tout avantageux. C'est parce qu'on considère que les conjoints aidants ont un statut particulier et donc dans ce cas-là, il faudra vraiment vérifier s'il n'est pas mieux de prendre les frais réels, hein. Pour les dirigeants d'entreprise, pareil, mais là c'est encore pire. Le taux fixe, si on prend le forfait, est de 3% de la rémunération brute corrigée avec un plafond très minime de 2540 euros. Donc pour ces personnes-là, je pense que ça vaudra vraiment la peine de voir si les frais réels ne sont pas plus intéressants. Alors pourquoi est-ce que c'est si désavantageux pour eux? Parce que la loi considère qu'en fait, pour les dirigeants d'entreprise, c'est souvent leurs sociétés qui prennent en charge leurs frais. Donc du coup, on considère que finalement, s'ils ont très peu de frais, c'est parce que la société les leur paye. Donc du coup, c'est pour ça qu'on prend un forfait beaucoup moins important. Mais enfin, ils ont toujours le droit de prendre les frais réels s'il y a lieu de le faire. Alors, dernière chose que je vous explique dans ces frais forfaitaires, ce sont des petits principes importants. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune justification à donner. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous optez pour les frais forfaitaires, il n'y a rien comme preuve ou quoi que ce soit à faire logique, puisqu'on ne déduit pas de frais réels. C'est la loi qui dit que quoi qu'il arrive, si vous prenez le forfait, vous avez droit à votre taux fixe avec le maximum à ne pas dépasser. Donc, peu importe que vous ayez réellement dépensé ce montant ou pas, combien vous avez payé votre abonnement de bus, ou combien vous avez de frais avec votre voiture pour aller au boulot, ça ne compte pas, il n'y a aucune justification. Et par ailleurs, un autre principe, c'est qu'il n'y a pas de déclaration spécifique à effectuer. Donc en fait, la déduction se fait automatiquement, dans le sens où vous avez votre déclaration, mais dans les déclarations, il n'y a rien à cocher qui dirait qu'on opte pour les frais forfaitaires. En fait, l'administration fiscale va le déduire, elle va regarder si vous déduisez vos frais réels. Si vous déduisez vos frais réels, elle va se dire ok, il opte pour les frais réels. Mais si vous ne déclarez pas les frais réels, ça veut dire que par essence, vous êtes dans les frais forfaitaires. Donc du coup, elle va appliquer le forfait. Et puis je vous rappelle aussi que pour les salariés, elle peut rectifier le tir si vous avez pris la mauvaise option. Alors, troisième principe, c'est ce qu'on appelle le forfait complémentaire. Alors, le forfait complémentaire, il est attribué aux contribuables salariés. Donc attention, pas à une autre catégorie de contribuables. Aux contribuables salariés qui effectueraient en fait des longs déplacements. Ce qu'on appelle des longs déplacements, ce sont des déplacements qui sont au moins de 75 km, d'accord, voire plus. Long déplacement, qui effectuerait ces longs déplacements, mais attention, pas entre n'importe quel point, entre son domicile et son lieu de travail. Et attention, on compte que l'aller simple. Donc si par exemple, j'habite à 85 km de mon boulot, ça veut dire que je fais un long trajet. Et donc si j'ai un long trajet, donc aller simple, je vais pouvoir avoir un forfait complémentaire, donc un forfait qui va s'ajouter aux frais forfaitaires que j'aurais calculé précédemment. Si j'ai 85 km, je pourrais ajouter 75 km. Attention, ce n'est pas 75 km par mois, c'est pas 75 euros, c'est pas 75 euros par mois, c'est pas 75 euros par kilomètre en plus parcouru, c'est 75 euros, c'est un forfait complémentaire annuel, pas mensuel. D'accord? Vous allez me dire que c'est rien du tout. Effectivement, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est toujours ça. Et attention, il faut bien opter pour des choix forfaitaires, pour des frais forfaitaires, pour pouvoir bénéficier de ce forfait complémentaire. Parce que si je prends les frais réels et que j'ai des longs déplacements, je ne peux pas ajouter ce forfait complémentaire.
C'est bien aller simple, donc attention, si par exemple vous habitez à 40 km de votre boulot, vous ne pourrez pas vous dire oui mais aller-retour ça fait 80 km donc c'est un long déplacement. Non, on regarde le long déplacement pour l'aller simple. Et attention, on regarde le trajet entre votre domicile et votre lieu de travail au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Donc toujours la même date de référence. Donc ça veut dire que si le 1er janvier 2020, vous étiez domicilié à 80 km de votre boulot, bah, vous allez pouvoir avoir le forfait complémentaire, même si pendant toute l'année 2019, vous étiez beaucoup plus proche de votre boulot et qu'en fait, vous avez déménagé en fin d'année. Peu importe, c'est la date du 1er janvier qu'on regarde. Donc c'est plutôt intéressant de l'avoir fait comme ça. Par contre, dans l'autre sens, malheureusement, ben, on applique toujours la même règle. Donc si pendant toute l'année 2019, vous avez habité loin de votre boulot, vous étiez à 85 km de votre boulot, mais que vous déménagez et qu'au 1er janvier, vous êtes beaucoup plus proche, ce qui arrive aussi souvent, ben là malheureusement, au 1er janvier, si vous êtes loin, si vous êtes proche de votre boulot, ben là, malheureusement, il n'y aura pas de forfait complémentaire. D'accord? Donc, c'est toujours bien à cette date. Alors, voilà ce qu'on peut augmenter. On peut augmenter de 75 euros si on a un long trajet de 75 à 100 km, 125 de 101 à 125, et si je suis au-delà de 125, c'est 175 euros. Allez, on fait un petit exemple là-dessus. Je vous demande de calculer les frais professionnels forfaitaires pour un salarié dont le domicile fiscal est situé à 105 km de son lieu de travail et qui a une rémunération brute imposable corrigée de 34 000 euros. Je vous invite à mettre pause pour vraiment essayer de faire le travail par vous-même et puis après de vous rebrancher pour voir comment j'ai fait. Alors, comment fait-on? C'est ici une personne qui est salariée. Donc je sais que si c'est salarié, c'est un taux fixe de 30%. 30% de sa rémunération brute. Cette personne gagne 34 000 euros. Donc je vais faire fois 30%. Ça va me donner 10 200 euros. Attention, c'est 10 200 euros. Ça dépasse le maximum. Donc je ne pourrai prendre qu'un maximum de 4 810 euros. Du coup, je peux ici regarder quelle est la situation et voir qu'il y a un long déplacement. Oui, puisqu'il y a 105 km qui sont chaque fois parcourus. Donc 105 km, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter un forfait complémentaire de 125 euros. D'accord? Même si j'ai atteint le plafond maximum. Hein, d'accord? Ça ne compte pas. Le plafond, il se calcule avant. Donc, on regarde le taux et puis on regarde si on a dépassé le plafond ou pas. C'est après qu'on ajoute. Donc, je vais pouvoir ajouter 125 euros. Ce qui va me donner des frais de 4 935 euros. Et là, je vais pouvoir alors calculer mes revenus nets. Et mes revenus nets, moins de 34 000, moins 4 935. Ça veut dire que votre base imposable va être de 29 065 euros. Alors attention, pour prévenir l'administration, vous allez devoir ici mettre les 125 euros. Là, il va falloir les déclarer. Là, il faut faire la démarche. D'accord? Ce n'est pas automatique. Il faut faire la démarche et il faut mettre ça dans le 256. Donc cette personne, dans le code 256, elle va devoir indiquer 125 euros. Et là, elle va devoir tenir une preuve hein, qu'elle habite à autant de kilomètres de son lieu de travail pour pouvoir ajouter ce forfait, si l'administration lui demande évidemment de justifier. Voilà. Alors, je vous laisse faire les exercices. Donc, les exercices, on est toujours dans le chapitre 5. On est à l'exercice E. Et donc, dans ces exercices E, il y a 3 situations, chaque fois avec des couples. Lisez bien chaque situation. Et donc, je vous demande, pour chacune de ces situations, de me déterminer le montant des frais forfaitaires qui va pouvoir être déduit pour chacun. Donc, vous devez bien faire le calcul pour
chacune des personnes, même si c'est un couple, et de me déterminer à donc leur revenu professionnel net dans chaque cas. Donc voilà, mettez en pratique maintenant tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc faites attention, voir si c'est un salarié ou pas, voir si c'est une profession libérale ou pas, voir s'il y a un forfait complémentaire qu'on peut ajouter, faire attention à vos maximums, faire attention donc au taux à appliquer, etc., etc. Voilà, je vous laisse faire. Je vous souhaite bon travail et on se retrouve la prochaine fois pour continuer la matière. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous.